Ouh, ça fait du monde. Moi, quand j'ai entendu cette histoire de colibri, elle m'a beaucoup touchée. Et elle m'a fait vraiment voir les choses autrement. Et c'était une jolie introduction. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien la partager avec vous. Ça se passe dans une forêt. Dans ce genre de forêt qui semble avoir été créée par des géants. Les arbres, les arbres, les arbres. Les arbres, ils jouent avec le ciel. On voit le houppier qui joue à cache-cache avec les nuages. Les fleurs, elles sont tellement grandes qu'on pourrait se baigner dedans. Et les feuilles des plantes, si on les cueillait, on pourrait les utiliser en parasol. Et les parasols, il y en a besoin, parce que le soleil là-bas, il est très, très chaud. Il y en a qui n'ont pas besoin de parasol, c'est les serpents. Et les serpents, ils sont bien sûr à l'image de la forêt, c'est-à-dire immenses. Ce pas des serpents, c'est des anacondas, ils font 10 mètres de long. Et ce qu'ils aiment, c'est se laisser bronzer comme ça sur les branches des arbres. Et quand ils sont bien dorés, presque cuits, ils se laissent tomber dans la rivière. Et là, ça fait comme une petite vapeur. Tout est tellement immense qu'on se sent minuscule, comme une fourmi. Enfin, les fourmis, même les fourmis là-bas, elles font 10 cm, alors comme une petite fourmi, un bébé fourmi, une mini-fourmi. Il n'y a qu'un animal, en fait, qui nous rappelle à notre taille, à nos proportions, c'est le colibri. Le colibri, il est tout petit. Il est presque ridicule au milieu de cette forêt immense. Et pourtant, ce jour-là, on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Il y avait de la tension. Derrière la canopée, il y a les nuages qui s'agglutinaient. Et la foudre. Un éclair a touché un arbre sec. Et dans le coin d'une petite branche, une étincelle a commencé à grignoter et à grignoter. Et elle s'est transformée en flamme. Et cette flamme a grignoté l'arbre. Elle s'est transformée en feu. Et le feu a grignoté jusqu'au sol, jusqu'à l'arbre d'à côté, qui s'est embrasé, comme une torchère. Ce feu s'est enflammé jusqu'au ciel, comme s'il voulait retourner de là où il était venu. Il a commencé à s'étendre et à s'étendre et à s'étendre. Il était immense. Il était à la fois magnifique et terrifiant. Même le vent, il avait peur. Il courait de cime en cime. Il portait l'odeur de la fumée, il prévenait aussi ceux qui pouvaient fuir de le faire. Alors les animaux de la forêt, ils ont pris leurs briques, leurs brocs, leurs clics et leurs claques. Ils ont fui leur baraque. Tous les animaux de la forêt. Ils ont pris leurs briques, leurs brocs, leurs clics et leurs claques. Et ils ont fui leur baraque. Tous les animaux, sauf le colibri. Lui, il n'avait pas envie de se résigner à quitter sa forêt. Alors, il est allé jusqu'à la rivière. De son long bec, il a pris un petit peu d'eau et il est allé jusqu'au feu. Sur la route, il n'a pas entendu les animaux qui lui criaient de ne pas y aller, qui lui disaient que ça allait être dangereux, qu'il allait se brûler, que ça ne servait à rien. Il a à peine senti la fournaise lui roussir le bout des plumes. Il n'avait qu'une idée, éteindre le feu. Alors il y est allé. Il a ouvert son bec, il a laissé tomber sa précieuse goutte d'eau. Et il est reparti. Au bout de quelques allers-retours, il y a le cougar qui le voyait faire, qui lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais, colibri? Regarde, t'es tout petit, le feu il est tout grand. Ça sert à rien ce que tu fais. » « Oui, mais moi, je fais ma part. » Ouais, tu fais ta part. Tu n'y arriveras jamais tout seul. Allez, je vais t'aider. Moi, on m'appelle cougar. Je veux pas passer pour un couard.
Alors le cougar, il est allé jusqu'à la rivière, il a ouvert grand la gueule, il a mis de l'eau dedans, et il a suivi le colibri jusqu'au feu. Là, le colibri, quand il a vu le cougar courir en dessous, il est descendu à son niveau. Ils ont commencé ensemble à galoper, à courir, à virevolter, à faire la course. Ils sont allés jusqu'au feu. Et ils sont repartis. Quand ils sont arrivés près de la rivière, Luno s'est dit que c'était le moment idéal pour prouver sa bravoure. Luno, toute sa vie, on l'avait appelé paresseux. Paresseux, 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 paresseux. Non, il n'était pas paresseux. Un peu lent, c'est vrai, mais pas paresseux. Alors il est allé jusqu'à la rivière. Il a ouvert grand la gueule. Il a mis de l'eau dedans. Et tranquillement, il a suivi le cougar, qui suivit le colibri. Et tranquillement, il fait sa part, jusqu'au feu. Psh. Quand ils sont revenus, vous savez qui est-ce qui était premier, avant tout le monde, qui n'a jamais couru aussi vite et que tellement il avait le feu aux fesses? Luno. Quand ils sont arrivés près de la rivière, l'anaconda a bien décidé de descendre de son arbre. Il est tombé dans la rivière, il a ouvert grand sa bouche, il a mis de l'eau dedans, et il a mis de l'eau dedans, et il a mis de l'eau dedans, et de l'eau dedans, et de l'eau dedans. Tellement qu'il ressemblait presque à une grosse boule. Et quand il a suivi Luno, le cougar et le colibri, ça faisait chplouf, 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 chplouf. Et là, quand le Ouistiti de tout là-haut, il a vu ce qu'on voit, il s'est dit « Tiens, c'est une bonne manière de s'amuser, je vais aller les suivre. » Et de cime en cime, il allait jusqu'au feu. Et tout là-haut, à côté du feu, il s'est laissé tomber du haut de la cime sur le ventre de l'anaconda. Ça faisait comme une lance incendie. Quand ils sont repartis près de la rivière, la petite fourmi, elle aussi, voulait faire sa part. Alors, elle a ouvert grand la... La petite fourmi, elle est plus futée que ça. Elle a pris ses grandes feuilles parasols, elle l'a retournée, hop là, elle l'a mis sur sa tête, et avec toutes ses copines, là, elles sont parties suivre le Ouistiti, qui suivait l'anaconda, qui suivait Luno, qui suivait le cougar, qui suivait le paresseux, le colibri, tout le monde, jusqu'au feu. Et c'est comme ça que petit à petit, tous les animaux de la forêt s'y sont mis. Et c'est comme ça que petit à petit, tous les animaux sont retournés près de la rivière. Ils ont pris leurs briques, leurs brocs, leurs clics, leurs claques, et ils sont retournés à leur baraque. Et là, ils se sont branchés sur Radio Cursal Besançon. Et ils ont dit « C'est bon, ça n'a pas commencé, on n'a rien raté. Je pense que c'est le moment où tout le monde va présenter le mouvement des colibris, et après il y a la conférence qui va commencer. Nickel. » Donc je vais vous laisser avec Thibaut. Merci bien. Merci. Salut. C'est émouvant. Hein. Ah. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Vous pourrez la raconter à vos petits-enfants. Très belle histoire. Du coup, on a une bonne nouvelle quand même. Ouais, une très bonne nouvelle. On est allé fouiller un peu dans les loges. Ouais. Et sous une table, non, devinez qui... C'était pas sous une table. Non, c'était pas sous une table. Table basse. Sous une table basse. Devinez qui c'est qu'on a retrouvé. Le Père Noël, presque. En version un peu plus courte. On a retrouvé Pierre Rabhi. Ouais. Il est ici. Juste là. Il va rentrer. Attention, messieurs, dames. 3, 2, 1. Monsieur Rabhi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre patience jusqu'à maintenant et merci à Pierre d'être parmi nous ce soir.
On va essayer de vous présenter le plus brièvement possible un petit peu qu'est-ce que c'est le mouvement Colibri. Je vais commencer par là. Est-ce que, déjà dans la salle, j'arrive à vous voir un petit peu, qui est-ce qui connaît le mouvement Colibri dans la salle? Ah bon, bah, j'ai même pas besoin de présenter, c'est pas mal ça. Donc le mouvement Colibri a été initié en 2006, hein, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein, a été initié en 2006 par quelqu'un qui s'appelle Pierre Rabhi, que vous avez peut-être eu l'occasion de rencontrer, et par Cyril Dion, hein, il me semble, et qui a pour but d'inspirer, relier et de soutenir tous les gens qui ont envie de faire leur part, comme l'a si bien dit... je gêne la caméra? C'est ça. Pardon. Qui ont envie de faire leur part pour la construction d'un monde plus humain et plus respectueux de son environnement. Vaste programme. Hein. Et donc le mouvement Colibri existe sous la forme d'une association nationale et est relayé en local, un peu partout sur le territoire en France, via ce qu'on appelle des groupes locaux Colibri, qui sont des entités qui dépendent du mouvement et qui ont pour vocation de relayer les valeurs du mouvement Colibri un petit peu partout sur les territoires. Et à l'origine de cet événement, de ce week-end, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la conférence de ce soir est une conférence d'ouverture pour un événement qu'on a organisé qui s'appelle « Vers une révolution intérieure, se changer, changer le monde », et qui a pour vocation de nous amener à la réflexion autour de cette transformation et, comme le disait Gandhi, du changement que le changement que l'on souhaite voir dans le monde, plutôt, c'est en nous qui doit se passer, quoi. Et on va, du coup, tout au long du week-end, proposer des pistes pour essayer d'apporter quelques réflexions, quelques pistes de réflexion sur ce thème de la révolution intérieure et sur ce changement qui se joue en nous. Et donc, ce week-end est organisé par les Colibris de Besançon, que je suis chargé de représenter, et dont la plupart sont juste devant moi, et qui travaillent d'arrache-pied depuis hier pour organiser tout ce week-end, par les Colibris de Baume-les-Dames, qui sont représentés par Amandine, qui est là, et par le Cénacle, qui, du coup, est un lieu pluridisciplinaire en centre-ville, qui a pris la place de l'ancien théâtre Bacchus, et où se déroulera toutes les interventions que l'on organise ce week-end. Pour parler brièvement du groupe à Besançon, on s'est créé aux alentours du mois d'avril, donc ça fait à peu près 6 mois, si je ne dis pas de bêtises. Et en 6 mois, on a pris pas mal d'ampleur, on a beaucoup travaillé autour du film Enquête de sens, c'est un peu ça qui a initié la naissance du groupe. Et on continue d'organiser des projets, un petit peu à droite et à gauche, on vous en parlera un peu plus en détail ce week-end, ça vous invitera à venir nous rencontrer. Et voilà, donc on a pris part à l'organisation de ce week-end autour de la conférence de Pierre, qui avait été initiée par Amandine et par Hamid à la toute origine. Et on continue à œuvrer, on essaye en tout cas d'œuvrer pour faire des choses. Ici à Besançon, on essaye de réunir toutes les énergies qui ont envie d'œuvrer justement à ce changement. Je vais laisser à Amandine du coup vous présenter le groupe local de Baume-les-Dames, qui est un petit peu plus ancien que nous, ils ont un peu plus d'expérience. Amandine. Donc bonsoir. Donc il y a un groupe local à Baume-les-Dames, il a été créé il y a 1 an et demi maintenant. Donc c'est un petit groupe local par rapport à celui de Besançon. Par contre, on appelle les gens qui veulent nous rejoindre à nous contacter. Cette année, on a eu la chance d'organiser la première rencontre des Colibris de Franche-Comté, où on a pu rassembler 120 personnes environ. Donc voilà, on compte sur vous pour nous rejoindre cette année et l'année prochaine. Eh bien, pour ma part, je vais présenter le Cénacle, puisque je suis aussi co-directeur de cet espace. Un espace pluridisciplinaire, un espace culturel, un espace d'émergence dans lequel il se passe énormément de choses, des conférences, des débats, du spectacle vivant, que ce soit de la danse, de la chanson, du jazz, avec des rendez-vous mensuels et plein d'autres choses. Il se passe énormément de choses. C'est un pari qu'on a monté avec mon collaborateur Quentin Juy, il y a c'était en mars, l'inauguration, un pari réussi. Et comme le Cénacle a pour vocation d'ouvrir son espace, comme diraient certains publicitaires, dans la limite des stocks disponibles, on a
rencontré les colibris pour cet événement, donc l'avenue de Pierre Rabhi. Et il est aussi important pour nous d'offrir un espace de travail mensuel ou hebdomadaire, je ne sais pas. Vous venez à quelle fréquence au Cénacle? Un peu quand on veut, en fait. Hein. Un peu comme ils ont les clés, en fait. Hein. Voilà, on a les clés, on vient. Voilà, on leur a laissé les clés, en fait. C'est vrai, en plus. Ils viennent pour travailler, pour accueillir. Donc je vous invite à rejoindre ce mouvement, que je n'ai peut-être pas encore rejoint, mais que je rejoindrai un jour. Non, je vais le rejoindre. Si, je vais le rejoindre. Et, tu assumeras un jour. Comment? Tu assumeras un jour. Voilà, j'assumerai jusqu'à ma mort. Non, je ne suis pas colibri. Si, je le suis. Donc du coup, voilà, je vous invite à vous intéresser à ce mouvement qui est un très bon mouvement, un mouvement qui est un mouvement humaniste, un mouvement qui fait réfléchir, qui fait avancer les choses. Et donc je vous invite vraiment à rencontrer les membres des Colibris, qui sont des personnes de toute origine, de toute pensée, mais qui partagent une même vision. Et c'est assez intéressant de les rencontrer, de participer à leurs réunions et faire partie de cette aventure. Je crois que c'est quelque chose d'assez enrichissant pour une personne. Donc le Cénacle est ouvert, vous pouvez les rencontrer, vous pouvez vous inscrire à leur page Facebook, vous pouvez les suivre également sur Facebook, par mail, leur demander des renseignements. Voilà, en tout cas, un dernier mot, nous sommes très fiers, encore une fois, le Cénacle, de les accueillir et de faire partie de ce projet et de cette manifestation qui aura lieu ce week-end, cette grande manifestation. Voilà, j'ai dit. Bravo. Alors du coup, pour rebondir rapidement sur ce que disait Hamid, effectivement, on organise au Cénacle une fois par mois des rencontres mensuelles, d'où le nom une fois par mois, rencontre mensuelle, tout ça. On est bon, hein, on réfléchit beaucoup quand même. Et donc ces rencontres mensuelles sont ouvertes à tout le monde. Si vous souhaitez venir nous rencontrer et voir ce qu'on fait, c'est l'occasion ou jamais. Après, on a d'autres réunions sur des projets divers et variés sur lesquels on travaille, mais en tout cas, celle-là, c'est une fois par mois, on essaye de garder ce rendez-vous-là pour que tous les gens qui ont envie de venir nous rencontrer puissent le faire. Donc vous êtes les bienvenus, ça se passe au Cénacle. À la sortie, vous avez une petit tableau où vous pourrez mettre votre adresse mail, comme ça on pourra vous envoyer les dates de ces rencontres si ça vous intéresse. Et je vais revenir sur le week-end, du coup. Ce week-end se passe donc au Cénacle. On a fait le choix de vous proposer des interventions libres, donc c'est-à-dire gratuites. Oui, ça existe. Des interventions gratuites tout le week-end. Donc ça commence demain matin avec un atelier de yoga. Après, il y a des conférences. Je ne vais pas m'étaler sur tout le programme. La plupart d'entre vous l'ont déjà dans les mains. Il y a des conférences sur la nutrition. Il y a des conférences sur la communication non violente. Il y a de la méditation. Il y a tout un programme. Et fort du succès qu'on a rencontré jusqu'à maintenant, on est contraint de distribuer des tickets avant chaque intervention, puisqu'il risque d'y avoir un peu de monde. Donc 1 heure avant le début de chaque intervention, du coup, on distribuera les tickets pour accéder à l'intervention d'après, du coup. Donc si vous souhaitez, par exemple, venir le samedi après-midi à 16 h pour la conférence sur la non-violence, venez bien à 15 h, puisque c'est là qu'on va distribuer les tickets et ils risquent de partir assez vite. Voilà. Donc tout ça se passera au Cénacle, c'est demain matin, demain après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi, et demain soir aussi d'ailleurs, avec une projection d'un film qui s'appelle Voyage intérieur, et on a l'honneur d'accueillir Alex Ferrini qui est le réalisateur de ce film, qui est un très beau film. Et on clôt tout ce week-end au cinéma Victor Hugo avec la projection d'un film qu'on a déjà projeté à Besançon qui s'appelle Enquête de sens. On a fait 2 salles combles au Victor Hugo au mois de mai. On a beaucoup de gens qui nous ont demandé de réorganiser une diffusion. Donc ça va se faire dimanche soir au Victor Hugo. Ce sera 5 € l'entrée. Et vous êtes bien sûr tous les bienvenus. Voilà, je crois que pour le week-end c'est pas mal. Hein. Je vais peut-être pas m'étaler plus. Hein. Si, je crois que... J'ai oublié l'information capitale du week-end parce que c'est bien beau de voir des conférences, mais on va surtout pouvoir manger et boire, hein, quand même. C'est important. Il y a Court-Circuit, du coup, un traiteur bio-équitable de Besançon qui vient et qui va nous préparer des petites choses à manger et à boire tout le week-end. Donc on ne va pas s'ennuyer et puis on mourira pas de faim, a priori. Il y en a qui en doutent, peut-être.
Je vais faire quoi? Je vais passer la parole à Amandine. Non? Bon, allez, Amandine. Donc, à la suite de la conférence, il n'y aura pas de séance de dédicace de Pierre Rabhi. Par contre, il y en a une demain matin à la médiathèque Jean Grosjean de Baume-les-Dames, de 10h à 11h. Donc, vous êtes les bienvenus. Donc on clôture les remerciements? Ouais. Tu y vas? Je peux y aller? Là, tu veux dire tout de suite ou... Comme tu veux. Ouais, juste les remerciements. Bon, j'ai une page recto verso, ça va aller vite. Hein. On voulait remercier principalement Basilic Instant qui nous a accueillis pour manger ce soir avec Pierre. On voulait remercier Visual Break qui est en train de nous assaillir de caméras un petit peu partout là autour et qui du coup nous permettra d'organiser des retransmissions, je vous en parlerai à la fin. On voulait remercier Sandy du Dôme à Môme qui nous met à disposition son dôme pour accueillir des ateliers pour enfants tout le week-end. Et c'est un très chouette dôme, il va y avoir des belles choses à l'intérieur. Remercier, et là c'est une mention particulière pour moi, Samuel Tarin, qui est le graphiste qui a réalisé ce magnifique visuel autour du week-end. Et c'est quelque chose dont on est vraiment très très heureux. Merci Sam. Qui c'est qu'il faut que je remercie encore? Je remercie l'école Montessori, évidemment, qui sera là aussi tout le week-end. Je remercie l'école Montessori qui sera là tout le week-end, qui a proposé des ateliers Montessori aux enfants. Je remercie Emmanuel de Dole via l'association Père et Merveille et le groupe local de Dole qui est en création, parce que Colibri, c'est contagieux, et du coup, à Dole, ça commence un peu à se répandre. Un peu beaucoup. Ah, voilà, excusez-moi. Donc voilà, il y a beaucoup de Dolois. S'il y a des Dolois dans la salle qui veulent rejoindre le mouvement, c'est la petite dame qui est là-bas qui s'en occupe. Et c'est pareil, ça se lance et c'est assez chouette ce qui s'est passé aussi. Ils ont fait des séances d'enquête de sens avec blindés de gens. Ils nous ont même battus, en fait, pour tout vous dire, à Besançon. On va remercier Court-Circuit, j'en ai parlé tout à l'heure. ISO, qui nous a prêté un véhicule pour pouvoir aller chercher tout ce qu'on avait besoin. L'épi bio-comtoise qui va tenir la buvette qui sera à la fin de la conférence. L'épi bio-comtoise de Haute-Chaux. Et évidemment, tous les intervenants, il y en a quelques-uns qui sont là devant moi que je vois, qui vont intervenir pour le week-end et qui interviennent tous de manière bénévole et complètement gratuite. Et merci beaucoup à vous. On remercie aussi Seb du Confessionnal qui est venu faire une petite installation que vous aurez l'occasion de tester. Et puis je vous remercie, vous, quand même, de vous être bougé jusque-là. Pardon? Merci à vous. Hamid? Eh bien, je vais rebondir sur les remerciements qui vont être des... J'ai le micro, enfants, hein, j'ai le micro, vous n'avez pas le choix. Donc, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Alors, non, c'est très important. C'est vrai que cette manifestation qui va se dérouler durant ce week-end a été un très gros travail. Encore une fois, bravo au Colibri et aux bénévoles. Des remerciements plus institutionnels. Je remercie la ville de Besançon qui nous a gentiment mis à disposition le Cursal, notamment Jean-Louis Fousseret, Monsieur Lebas qui nous a suivis dès le départ sur ce projet et qui nous a soutenus jusqu'au bout. Et nous avons aussi des remerciements à faire pour la ville de Baume-les-Dames, des remerciements pour une intervenante. Je pense notamment à Evelyne Aguilera-Aymar qui va intervenir demain. Et donc voilà, des remerciements à vous d'être venus ce soir pour continuer à perpétuer ce message. Merci. Alors maintenant, Pierre, bienvenue à Besançon. Pardon? Bienvenue à Besançon. Merci. Merci. Alors du coup, on va t'écouter si tu veux bien nous parler de ce que pour toi c'est la révolution intérieure et de ce que t'inspire cette campagne de Colibri. Et puis après, je te laisserai voguer à ta propre inspiration, disons. Ben, je vais essayer. Mais je pense que vous êtes peut-être saturés maintenant.
Donc, il n'y a plus besoin de dire quoi que ce soit. Vous n'êtes pas saturé, ça va? On peut commencer. Bon. Ben écoutez, je remercie les organisateurs, évidemment, de leur invitation. Je suis venu, malheureusement, pour parler de choses extrêmement graves, parce que je les porte en moi et que je ne peux pas faire autrement que de les porter en moi. Voilà, toutes les 7 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim dans le monde. Voilà. J'ai demandé, mes sources sont très claires, je suis allé vers des experts qui sont capables d'y répondre. Donc je porte en moi cette espèce de déséquilibre qu'il y a par rapport à l'ensemble de l'humanité, qui aujourd'hui est confrontée quand même à un problème, c'est celui de sa survie. Voilà, ça me paraît extrêmement clair qu'aujourd'hui, dans la démarche générale de l'humanité, nous arrivons à un moment où il y a une fracture très importante entre la réalité vivante et nous-mêmes. Ça, c'est le grand problème aujourd'hui de l'humanité, mais qui n'a pas l'air d'être mis en exergue suffisamment pour faire comprendre quels sont les enjeux et qu'est-ce que nous pouvons faire, évidemment, pour infléchir l'orientation et la direction. Je n'ai pas besoin de revenir peut-être sur ma biographie, et je pense que certains m'ont fait l'honneur de lire ce que j'ai, mon engagement, qui n'est pas d'aujourd'hui, puisqu'il date d'à peu près une 50aine d'années. Et il y a déjà 50 ans, j'étais dans une forme de protestation. Vous savez, je suis né dans le désert, dans une famille traditionnelle. J'ai été confié à des Français pour être éduqué par... mon père m'a confié, orphelin à l'âge de 4 ans seulement. Et puis j'ai cheminé, si vous voulez, dans cette voie extrêmement compliquée, avec tous les contrastes qu'il y a eu. Et c'est peut-être ce qui m'a éveillé très tôt à la problématique du monde, dans le sens où, très jeune, j'ai vu que l'humanité n'était pas forcément, disons, dans un consensus par rapport à l'organisation de la vie et du vivre ensemble. Puisque dans ma civilisation traditionnelle, c'est musulmane, et dans l'islam, on dit que Dieu est transcendant, c'est-à-dire que Dieu n'a rien à voir avec l'humanité. Il transcende tout cela, et tout ce qu'il fait est de son bon vouloir. L'autre principe fondamental qu'on nous a appris dès l'école coranique, c'est que Dieu n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Voilà. Quand je suis allé dans ma famille chrétienne, on parlait d'un fils de Dieu. Donc ça contredisait, si vous voulez, ce qu'on me disait dans l'autre camp, dans le camp traditionnel. Et puis, dans notre tradition, comme vous le savez, le porc, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cochon, est prohibé complètement. Le vin et le porc sont prohibés. Et quand j'allais dans mon autre famille, on se régalait de saucissons, et ma mère, qui était une bourguignonne, eh bien, a été capable de siffler sa bouteille de vin à elle toute seule, sans aucun problème. Je suis dans le signe astral, je suis Gémeaux. Alors vous voyez, toujours double. Et cette double appartenance, si vous voulez, fait qu'il y a un moment où vous posez la question, mais en fond, qui a raison? Qui a raison? Est-ce que c'est les uns, c'est les autres, etc. Et ça vous prépare déjà tout jeune à cette difficulté qu'a l'humanité d'avoir un message commun et d'arriver à son unité. Voilà, je pense que cette réalité-là que j'ai vécue tout petit m'a préparé peut-être à l'itinéraire qui a été le mien. Je me trouve, alors j'abrège un peu les choses, et si je parle de mon itinéraire, ce n'est pas pour mettre en valeur Pierre Rabhi, c'est pour dire combien finalement la problématique du monde aujourd'hui est une problématique extrêmement périlleuse,
parce que ça fait depuis l'origine de l'humanité, c'est-à-dire on dit à peu près, si on prend, disons, une échelle temporelle de 24 heures, on dit que l'humanité, c'est 1 minute et demie à 2 minutes sur les 24 heures. Nous venons de commettre un ouvrage avec Jean-Marie Pelt, dont vous connaissez la spécialité. Il a fait donc une rétrospective sur comment la vie s'est organisée sur la planète. Comment la vie est apparue, s'est organisée sur la planète pour que nous arrivions à avoir cette planète vivante. Et bien tout le système s'est fondé sur la coopération. Tout a coopéré, coopération et associativité. Tout ce que la nature a produit, elle l'a produit pour qu'il coopère et pour qu'il soit dans un équilibre. Et c'est comme ça que la vie s'est perpétuée, qu'elle s'est propagée, etc. Et quand arrive l'avènement de l'être humain, ben l'être humain, il introduit la dualité. Tout est duel. Tout. Religieux, dualité religieuse, dualité évidemment sur l'espace, dualité sur les idéologies, et tout est duel, ce qui fait que l'humanité est fragmentée. Pourtant, elle devrait être une et indivisible, mais elle est fragmentée. Dualité raciale, dualité... Et donc, le système duel dans lequel nous sommes aboutit évidemment à une planète difficile à habiter, très difficile à habiter. Ensuite, entre en jeu la place de l'être humain. Ben, la place de l'être humain, si vous voulez, toute la Bible vous dit que bon, l'être humain, il s'est autoproclamé un peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'il est venu et il s'est approprié la planète et il serait le prince de la planète. Et c'est une autoproclamation, c'est pas le vote des éléphants et des girafes qui ont décidé que l'être humain était le meilleur. C'est lui qui l'a décidé, et ainsi il s'est attribué un rôle dominateur, et du coup, eh bien, nous avons aujourd'hui, même aujourd'hui, toutes les autres créatures vivantes qui ont le droit de vivre aussi, nous les avons toutes subordonnées. L'autre élément qui joue en défaveur, disons, d'un équilibre et d'une harmonisation de la vie, c'est le rôle de la femme. Si vous voulez, la femme est subordonnée partout. C'est-à-dire que le féminin est subordonné sur l'ensemble de la planète. Et quand on revoit comment se fait-il que ce rôle de la femme, c'est-à-dire cet équilibre féminin-masculin auquel nous devons tous la survie, comment se fait-il que la femme est assez absente ou subordonnée sur l'ensemble de tout le système? Et bien là aussi, quand on reprend par exemple la Bible, on retrouve Ève, vous savez, elle est allée croquer cette pomme et nous a foutu dans un bazar pas possible. Et du coup, le pauvre Adam, il était victime de la transgression d'Ève. Et voilà comment nous sommes partis. Vous parcourez toute la Bible, et ben, quand il y a une femme, c'est soit une prostituée, soit c'est une femme exceptionnelle. Mais des femmes normales qui n'existent pas. Donc ce qui fait que tous ces éléments-là ont constitué notre mode de pensée, a organisé notre vision, notre perception de la vie et du monde. Et encore aujourd'hui, ben, on n'a pas résolu ce type de problème. Et du coup, sur l'ensemble de ce qu'on appelle l'organisation du vivre ensemble, le féminin subordonné et en même temps un masculin qui est extrêmement, disons, compétitif avec des dualités permanentes. Et j'avoue que même aujourd'hui, la façon dont on éduque les enfants, dès tout petits, c'est la compétitivité. Il faut être meilleur, il faut être ceci, il faut être plus. Et donc, le principe de domination est un principe qui a été maintenu alors qu'il faudrait un principe de coopération et un principe d'association. Donc, il n'est pas étonnant que l'évolution générale ne se soit pas faite comme elle aurait dû se faire. Et aujourd'hui, on est en quête, évidemment, d'un certain équilibre. Alors, pour ce qui me concerne, si je reviens à moi, ce n'est pas du tout pour me mettre en avant, c'est parce que ce que je vous dis là n'est pas une théorie, une thèse ou une antithèse d'université.
ou de thèse d'université, c'est véritablement ce que j'ai en moi de plus profond. Je me suis retrouvé à Paris, à gagner ma vie, exclu de mes deux cultures. D'un côté, je m'étais converti au christianisme, donc je ne pouvais pas retourner dans ma famille musulmane. Et de l'autre côté, mon père, une dissension avec mon père français m'a valu d'être mis à la porte. Et c'est dans ce double exil que je suis arrivé à Paris à essayer de gagner ma vie. Et là, ben, j'essaye de faire en quelque sorte le bilan de ce que je pouvais faire dans la société telle qu'elle est. Eh bien, je n'avais pas acquis de compétences adaptables au système actuel parce que j'ai trop passé de temps à essayer de réfléchir autrement et ne pas accepter d'emblée tout ce qu'on me disait. Ce qui fait que j'ai beaucoup fréquenté les philosophes et malheureusement, enfin, les philosophes en me demandant, peut-être que les philosophes ont une réponse à me donner. Et du coup, je me suis aperçu que les philosophes n'étaient pas d'accord non plus. Il n'y a pas une philosophie qui fasse consensus, il y a des philosophies, et ces philosophies contribuent à la division et à la fragmentation de l'humanité, parce que les idées sont multiples. Donc du coup, ces idées multiples provoquent encore de la dualité. Et le seul qui m'a satisfait dans cette quête, si vous voulez, d'une certaine vérité des choses, ça a été Socrate. Parce que Socrate a dit, moi tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas, à peu près ça. Et là, ça m'a convenu. Pourquoi? Parce que, en fait, nous ne savons pas. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons évidemment ce qui est à la portée de notre propre pensée, ce que nous pouvons explorer par notre investiguer, si vous voulez, par les capacités que nous avons aujourd'hui à investiguer. Mais au-delà, le savoir, c'est quoi? C'est quoi le savoir? Donc il y a le savoir évidemment qui découle de notre capacité cérébrale. Nous avons un cerveau très perfectionné. Ce cerveau très perfectionné nous fait faire des miracles, absolument, miracles technologiques. En voilà un, il y en a des tas partout, la lumière, tout ce qu'on voit. C'est-à-dire que le cerveau humain a pu, en quelque sorte, appréhender des phénomènes et organiser ces phénomènes de façon à organiser lui-même et à structurer son mode d'existence. Donc c'est ce qu'on a appelé le progrès, où l'être humain a rompu avec toute une histoire passée pour rentrer dans une histoire moderne, et on a fondé ce qu'on appelle la modernité. Et à partir de là, on est rentré dans ce qu'on pourrait appeler un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme s'est traduit aussi par une modification de la perception du temps et de l'espace. Vous voyez, je pense qu'on aurait donné cette conférence 200 ans en arrière, vous ne seriez pas là. Vous auriez mis beaucoup de temps à venir. Or, on circule maintenant avec des outils très rapides. Et puis, donc, toutes ces modifications dues à la modernité ont mis dans la tête de l'être humain qu'il était capable finalement de s'en sortir tout seul sans aucun recours. Et qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qui a été très significatif dans ce nouveau paradigme, c'est que l'homme s'est autoproclamé le meilleur, le plus intelligent, le plus ceci, le plus cela, et il a rompu avec la nature. Petit à petit, la nature a été reléguée comme étant, pour certains même, la marâtre, etc. Et donc cette perception erronée que nous avons vis-à-vis de la nature a faussé notre rapport à cette nature, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes dans des problèmes d'écologie. Et on dit l'écologie, maintenant on abîme tout et puis on est en train de tout polluer en oubliant complètement que nous sommes la nature. Il y a quelques jours, j'ai eu une journaliste qui est venue parce qu'elle faisait une enquête sur l'eau. Je lui ai dit, madame, vous êtes de l'eau. Donc il y a des mètres cubes d'eau là. Vraiment. Bon, moi si on me presse, il n'y aura pas grand-chose, mais autres, nous sommes tous de la flotte. Voilà. Et pourquoi cette séparation, elle n'est que, disons, conceptuelle. Elle n'est pas réelle. Dans la réalité, nous sommes la nature. Nous sommes les enfants de la nature.
Et nous vivons de quoi? Nous vivons quand même de ce que la nature nous donne. C'est-à-dire dans ce scénario global de la Terre, le végétal, l'animal, l'être humain, etc., nous sommes inclus dans cette logique-là. Et nous sommes sur une planète qui est évidemment limitée. Et quand elle est arrivée, disons, à être pourvoyeuse de vie, on est arrivé finalement à y vivre en tirant parti des ressources qu'elle recèle. Seulement, le problème aujourd'hui, c'est que nous arrivons à tirer parti des ressources, mais nous sommes en train de les épuiser. C'est-à-dire que nous sommes en train de les rendre rares, et de plus en plus rares. Et l'une des problématiques très graves du monde d'aujourd'hui, c'est qu'on a donné à l'énergie combustible les pleins pouvoirs, et on a donné à l'argent les pleins pouvoirs. Ce qui fait que ce que nous appelons le vivre ensemble est fondé beaucoup sur ces deux principes, c'est-à-dire l'énergie combustible, le retrait par rapport à la nature, et puis en même temps donc le lucre comme l'élément principal sur lequel repose toute la structure du monde actuel. On peut caricaturer, c'est à peine une caricature, on peut parfaitement imaginer des super milliardaires qui achèteraient la planète et nous serions tous des locataires. Ce qui fait que tous ces éléments-là contribuent, disons, à troubler et à brouiller le fait que l'avenir est mal défini. Où allons-nous? On ne sait rien. C'est la formule de Fournier est totalement pertinente. Nous ne savons pas où nous allons, mais nous y allons. Voilà. Ce qui fait qu'on est comme pris par une fatalité, quelque chose qui nous pousse malgré nous en avant sans savoir vraiment où nous allons aujourd'hui. D'où évidemment cette, cette angoisse généralisée. Et vous savez, quand les êtres humains sont angoissés, ils ont peur et on est en quête de la sécurité. Et la quête de la sécurité, ça peut être soit dire je vais mourir, je vais renaître, je vais ressusciter, etc. Ou ça veut dire accaparement, accumulation, etc. Donc du coup, en prenant tous ces éléments, on a l'impression d'un être humain qui est prisonnier de ces concepts et prisonnier d'une perception qui n'est pas la perception juste. Et aujourd'hui, elle s'aggrave. Cette perception erronée s'aggrave. Regardez tout ce que nous pouvons. Nous consacrons énormément de moyens aux armements, par exemple. On perfectionne l'art de tuer. On perfectionne l'art de détruire. Mais à côté de ça, on ne vient pas en aide aux gens qui ont besoin de vivre. Et moi, je verrais bien une humanité mobilisée à reboiser, à prendre soin de la terre, à reprendre les choses. Je verrais bien cette humanité-là. Au lieu de cela, on donne beaucoup plus d'importance aux armes avec, évidemment, cette apothéose extraordinaire qu'on appelle la bombe atomique et qui permet à l'être humain, finalement, de provoquer une véritable apocalypse. Et donc, tout cela pour dire, je ne veux pas là pour vous casser le moral, bien entendu. Si je suis là, c'est que je pense qu'il y a possibilité de changer d'orientation et l'humanité doit prendre ce changement. Sinon, nous ne pouvons pas imaginer transmettre aux générations futures une situation dans laquelle ils hériteront de beaucoup plus de problèmes que de solutions. Donc ça nous pose un problème moral extrêmement important. Et c'est pour cette raison que l'insurrection dont je vous parle, que je ramènerai ensuite en politique en 2002, elle a lieu pour moi quand je n'avais que 21 ans. Je travaillais à Paris dans une entreprise de la région parisienne et comme j'étais habitué un peu à observer la condition humaine dans le monde actuel, à tort ou à raison, il m'a semblé qu'on était dans un paradigme qui aliénait l'être humain parce qu'il lui prenait son énergie, il lui prenait sa capacité productive, etc., pour servir un modèle du fameux progrès, et le fameux progrès qui promettait le bonheur, mais qu'en fait, on se rend bien compte que le bonheur n'est pas là. On est dans des sociétés
d'un côté repue, mais consommatrice d'anxiolytiques en grande quantité. Et quand j'étais dans ce système, eh bien, ce qui m'a un peu gêné, et ça, ce n'est que mon témoignage, et évidemment, je ne suis pas là pour vous dire voilà ce qui est moral ou immoral, ou suivre les idées. Vous pouvez parfaitement contester mes idées. Je suis là seulement pour partager avec vous mon ressenti aujourd'hui, puisque je suis ce qu'on pourrait appeler un homme engagé. Et que cet homme engagé, aujourd'hui, il est écouté, et donc ça me pose une responsabilité à l'égard de qu'est-ce que je fais moi-même pour participer, disons, à l'opinion, à rentrer dans l'opinion et dans l'imaginaire humain, en tant qu'être humain, pour dire est-ce que le monde va se fracasser et il n'y a aucune solution, ou est-ce qu'on a tout à fait la possibilité de modifier les choses. Et quand je me suis présenté pour avoir un travail, eh bien, j'avais l'impression qu'on me demandait de troquer toute mon existence contre un salaire. J'allais donner mon existence et on me donnait un salaire qui allait me permettre de vivre. Enfin, de vivre ou de survivre. Parce qu'il y avait des hiérarchies encore dans l'avoir, si vous voulez, dans la possession et la possibilité des gens d'être à un degré ou à un autre de possession. Et c'est à partir de là que j'ai ressenti, à tort ou à raison, que notre système était très aliénant. C'est-à-dire c'était l'aliénation, c'est-à-dire là que l'être humain est pris en quelque sorte en otage par un système qui lui garantit sa survie, mais à la condition qu'il se subordonne à ce système. Et aujourd'hui, on arrive, comme tout le monde le sait, le système rejette l'être humain, peu importe l'être humain, pourvu que le système continue, lui, à évoluer. Et donc, du coup, on peut dire, au plan planétaire, l'Organisation mondiale du vivre ensemble aujourd'hui est une organisation féodale, dans le sens où vous avez des hyper-nantis et des personnes qui sont dans l'indigence la plus totale. Donc ce déséquilibre nord-sud, après on s'étonne qu'il y a des violences, bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'équité. Et comme il n'y a pas d'équité, il peut y avoir des violences. Et donc c'est pour cela que ça pose un problème moral. On a toujours beaucoup méprisé le paysan. Le paysan était considéré comme celui qui était le dernier des derniers, qui n'avait pas évolué, le plouc, le cutéreux, etc., etc. Bon. Donc cet accablement du paysan signifiait au rejet de toute l'histoire antérieure où le paysan avait sa place réelle. Sauf que même pendant les guerres par exemple, quand il n'y a plus rien à manger, tout le monde se souvient qu'il a un cousin à la campagne, comme par hasard, parce que lui détient la vie. Voilà. Et si je dis ça, c'est vraiment avec mes tripes, parce que je sens qu'aujourd'hui, vouloir simplement pallier aux défaillances du système sans prendre en compte le fait qu'il y a à équilibrer ville-campagne, il y a à organiser les choses d'une façon différente, je pense qu'il est temps, et c'est tout à fait réalisable. Alors pendant des années, évidemment, on prône des choses, et ces choses ne sont pas entendues parce qu'on est dans les 30 glorieuses, parce que le système est triomphant. Regardez ce que vous allez voir ce que vous allez voir. La science, la technique va libérer l'être humain. Voilà, c'était ça, science, technique, libération de l'être humain. Sauf que quand vous voyez l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, vous apercevez qu'il est incarcéré à vie. De la maternelle à l'université, il est enfermé. Les jeunes appellent ça le bahut. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes. Des grandes boîtes, des petites boîtes. Pour aller s'amuser, on va en boîte, bien entendu. On y va comment? Dans sa caisse, bien sûr. Et puis ensuite, vous avez la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Bon, alors, si c'est un itinéraire libérateur, c'est que j'ai rien compris. Voilà. Et à la fois, on se dit, mais pourquoi cette organisation mondiale qui va chercher les biens des pauvres en fait des richesses
appauvrit les pauvres encore plus, à travers la corruption des États, bien sûr, à travers les dirigeants, à travers tous ces gens-là, et tout ce scénario cauchemardesque dans lequel, d'un côté, il y a une productivité et disons une sorte de prospérité maladive, parce qu'elle est au-delà de la prospérité. Quand on sait que 30 à 40% de ce qui est fabriqué aujourd'hui, c'est à jeter. Il n'y a qu'à voir les décharges publiques pour se rendre compte qu'il y a une pléthore, en quelque sorte, et un excès tellement énorme de rebut, et que ce rebut a demandé de l'effort, a demandé de l'imagination, de la matière, etc. Eh bien, on arrive finalement à quelque chose qui, d'un côté, une caste humaine qui en fait consomme les 4/5 des ressources produites sur la... Une seule consomme les 4/5 des ressources produites sur la planète. Et puis les autres, eh bien, ils se contentent, évidemment, il y a une hiérarchie qui va des gens moyens qu'on incite à se développer, etc. Mais se développer pourquoi? Pour quel système? Et ensuite, bah, vous avez les bas de gamme de l'humanité qui sont donc relégués à mourir de tous les manques possibles. Voilà, c'est une fois que vous avez vu ça, évidemment, vous vous dites, est-ce que c'est une logique qui peut tenir ou est-ce que c'est une logique qu'il faut réformer? Parce que si nous ne réformons pas cette logique, il ne faut pas s'étonner ensuite des violences produites dans le monde par frustration. Il y a derrière tout ça beaucoup de frustration. Le modèle qui a été imposé non seulement ne fonctionne plus dans le monde occidental parce qu'il n'est pas du tout porteur et prometteur de bonheur, il ne peut plus être prometteur de bonheur, et de l'autre côté, bah, des nations qu'on incite à dire il faut qu'ils se développent. Mais même la notion de développement est une notion qui n'est pas tout à fait clarifiée. On va voir des gens, on leur dit ils sont sous-développés alors qu'ils savent se nourrir, ils savent faire leurs vêtements, ils savent construire leur maison, ils savent faire énormément de choses, mais ils ne sont pas dans la règle du développement tel qu'il a été défini par l'idéologie qui est née en Europe. Et l'Europe a été la première victime de l'idéologie, puisque quand vous lisez les voyageurs du XVIe siècle, ils vous disaient, quand on circulait en Europe, on passait pratiquement d'une ethnie à une autre. Chaque communauté humaine avait sa façon de se nourrir, sa façon de se vêtir, sa façon de construire une maison. Ça nous a laissé des vestiges merveilleux, etc. Eh bien, l'idéologie a en quelque sorte tout nivelé et donc éradiqué complètement tout ce qui était inscrit dans l'histoire de l'humanité en termes de vernaculaire, spontané, est allé si loin, si vous voulez, l'hégémonie est allée si loin, que moi, petit indigène, né au Sahara, dans un petit coin du Sahara, quand j'allais à l'école, je récitais que mes ancêtres étaient des Gaulois. Vous voyez, si ce n'est pas de la propagande, c'est quoi? Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que nous sommes dans quelque chose d'erroné et il serait temps, évidemment, de redresser la situation. Alors, le problème le plus aigu aujourd'hui, c'est évidemment que nous détruisons les fondements même de la vie. Ben, l'eau est polluée, la terre est massacrée, l'air est pollué, tout est empoisonné, les poisons sont partout, répandus partout. On extermine des populations d'éléphants, on extermine tout, on surpêche, on détruit les forêts, enfin, etc. Et tous ces éléments-là, ben, évidemment, une humanité qui arrive finalement à être tellement dans l'incohérence et dans l'obscurantisme qu'elle fait tout ce qu'il faut pour s'éradiquer elle-même. S'éradiquer elle-même. Même notre nourriture aujourd'hui n'est pas de bonne qualité. Avec la nourriture d'aujourd'hui, vous savez, conventionnelle, si vous voulez, quand on se met à table, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance, parce que quand on avale des trucs dont on ne sait absolument pas
d'où elles viennent. Moi, je vois très bien, bonne chance, allons-y. Mais on met dans son corps, on sait très bien qu'on met dans son corps une nourriture frelatée, une nourriture qui véhicule des nuisances, réelles nuisances. Voilà, l'eau également, etc. Et je ne reviens pas sur l'éducation des enfants, évidemment, qui est compétitive, c'est-à-dire qu'on les ensemence d'angoisse, et ils partent sur l'idée qu'il ne faut jamais perdre. Il faut être le premier, il faut être le meilleur, etc. Et cette compétitivité produit de l'angoisse, ce qui fait que des enfants qui ont un don particulier n'arrivent pas disons, à faire valoir ce don particulier parce que l'éducation est standardisée. Je ne veux choquer personne, hein, surtout, mais vous m'avez demandé de parler, je parle. Voilà, moi, je ne peux pas vous dire le contraire de mes ressentis, donc si vous voulez me lyncher, allez-y, mais en mon âme et conscience, je ne peux pas dire qu'on éduque les enfants correctement aujourd'hui. Non, ils sont angoissés. J'en ai eu moi-même, nous en avons eu avec Michel, nous aussi, nos enfants, et on a observé cette réalité-là. Donc, du coup, toutes les réformes qui seraient à faire aujourd'hui, ben, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer en 2002, parce qu'en 2002, on m'a fait pression pour me présenter aux élections présidentielles. Voilà. Vous ne savez pas à quoi vous avez échappé. Hein, Alors donc, on me demande de me présenter aux élections. Dis-moi, des élections ? Oui, il faut que tu y ailles, etc. Mais alors la pression était là, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles. Mais je dis, mais je ne suis pas affilié à quoi que ce soit, ni à droite, ni à gauche, ni rien du tout. Encore moins, évidemment, je vous laisse deviner le reste, spécialisé. Je n'y étais pas. Donc, au nom de quoi j'allais me présenter aux élections présidentielles? Et bien, c'était petit à petit, en réfléchissant, je me suis dit finalement, comme c'est un espace d'expression nationale, eh bien, on va nous proposer une vision différente. Et nous allons commencer par faire notre 4 pages, et notre slogan appelle à l'insurrection des consciences. Quelle planète laisserons-nous nos enfants? Quels enfants laisserons-nous à la planète? Je crois que j'en ai déjà parlé. Et puis de là, c'est découlé le féminin au corps du changement, l'équilibre féminin-masculin, l'éducation bien sûr, l'agriculture bien sûr, de qualité, l'écologie bien sûr, et les utopies. Et l'utopie, on prend ça souvent pour une chimère, alors que l'utopie, c'est en fait quelque chose qui nous est inspiré, qui n'est pas forcément dans le cadre, disons, conventionnel, mais on transgresse positivement. On est utopiste, et quand on dit on est utopiste, ça ne veut pas dire forcément irréaliste. C'est parce qu'il y a eu des utopistes dans l'histoire que l'histoire a évolué. Des gens qui restent conformes et ne bougent pas, évidemment, ne bougent rien. Mais par contre, les utopistes qui, en fait, quelque part s'insurgent sans violence et imaginent autrement, c'est très important. Et on n'a jamais eu autant besoin d'utopie qu'aujourd'hui. Beaucoup. Alors, on s'est lancé donc dans la campagne électorale. C'était assez rigolo, parce que moi j'étais là à trembler, à me dire, mais qu'est-ce que c'est? Alors il fallait passer par le rituel des signatures. Il fallait aller quémander des signatures au maire. Alors je me suis dit, si on a 3 signatures de quelques maires en état d'ébriété, ce sera déjà pas mal. C'est toujours si on ne se promenait pas avec notre bouteille de whisky pour... Eh bien, grand étonnement, on aboutit presque à 200 signatures d'élus. On s'est dit, peut-être que ce qu'on a dit, c'est pas si idiot que ça. Voilà. Donc, ce ralliement, en quelque sorte, nous a énormément soulagés parce que nous étions totalement dans une perception humaniste des choses. Et il se trouve que notre campagne électorale s'est transformée en forum civique. Et ce forum civique était destiné à dire, mais la société civile invente. Elle crée beaucoup, la société civile. Seulement, elle crée en marge, c'est-à-dire qu'on la met en marge, on ne la met pas au cœur. Et en réfléchissant, on s'est dit, mais tous ces gens qui, dans leur coin,
veulent se soigner autrement, veulent cultiver autrement, veulent éduquer autrement, veulent, etc. Tous ces gens-là qui prennent l'initiative sont des gens qui, en fait, travaillent à une mutation sociale importante. Et on a été étonnés de voir qu'ils étaient très nombreux. C'était vraiment assez réjouissant de voir ça. Et donc ce forum civique est devenu véritablement un forum, disons, citoyen, qui a permis à chacun d'exprimer ce qu'il faisait. Et quand on a fait à peu près l'évaluation, disons, approximative de ce que représentait la créativité de la société civile, c'était loin d'être négligeable. C'est-à-dire, moi je ne juge pas les politiques, ils sont ce qu'ils sont, c'est à eux à voir dans leur engagement, est-ce que leur engagement est sincèrement pour l'évolution de la société, au service de la société, ou est-ce que leur engagement c'est pour leur ego? Moi je ne rentre pas là-dedans, je ne fais pas de moralisme, c'est à eux à le voir. Sauf que je pense que la politique fait beaucoup plus de l'acharnement thérapeutique sur un modèle moribond qu'elle ne fait de la politique progressiste dans le vrai sens. Non pas le progressisme ordinaire, mais dans le vrai sens. Donc cette situation-là implique évidemment que la société civile puisse réfléchir de plus en plus à son destin collectif, et nous sommes, nous, complètement dans cet espace où les consciences, les âmes, les personnes puissent en quelque sorte se rapprocher de façon à constituer une donne réelle. Mais cette donne ne peut pas se faire uniquement sur une nouvelle organisation politique, mais sur le fait de la remise en question, comme je l'ai répété, du système lui-même. Parce que si on ne remet pas en question le système, il y aura toujours des adaptations que l'on va apporter, mais on ne change pas le courant. Alors j'ai fait un certain nombre d'expériences de ce genre, en partant évidemment de notre assise nous-mêmes, en tant que le choix que nous avons fait, qui a été celui de nous mettre en conformité avec nos propres idées. En nous installant à la Terre, c'était nous conformer à nos idées. Et quand on a choisi le lieu était paradoxal parce que pas d'électricité, pas de téléphone, peu d'eau, la terre rocailleuse, etc. Et quand j'ai présenté mon dossier au Crédit Agricole, parce que je devais emprunter, j'avais fait 3-4 ans comme ouvrier agricole pour être conforme à peu près à la réglementation, plus un petit diplôme agricole. Et là, quand j'ai présenté le lieu dans lequel nous voulions habiter, l'agent du Crédit Agricole nous a dit « mais nous ne voulons pas vous prêter parce que nous ne voulons pas vous aider à vous suicider. Vous allez vous suicider. » Selon les critères de l'époque, oui, c'était un suicide. Mais ce qui était difficile à expliquer aux préposés du Crédit Agricole, c'est que le lieu que nous avons choisi est un lieu qui est beau et que la beauté, c'est important. On s'est dit, voilà. Et aujourd'hui, on évacue la beauté parce qu'on n'est que dans le pratico-pratique froid. Et après, on s'étonne qu'on ne soit pas à l'aise parce que le monde est froid. Le monde est pratico-pratique. Il n'y a de sérieux que l'argent que l'on gagne ou que l'on perd. Et tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, on est une société qui est censée être dans le bonheur, mais qui ne l'est pas. Il n'y a pas de bonheur, vraiment. Donc, de ce fait, ça pose le problème, mais quelle est l'origine, disons, de cette déconvenue dans laquelle le bonheur qu'on voulait atteindre, nous n'arrivons pas à l'atteindre? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en fait, selon toujours mon sentiment, c'est que l'excès, si vous voulez, à un certain moment, l'excès produit quelque chose qui est de l'ordre de l'angoisse. Et les gens qui ne sont pas dans cet excès, c'est-à-dire ce qu'on appelle les pays sous-développés ou en développement, eh bien, ils perçoivent les choses comme si imiter le monde de la surabondance aboutirait au bonheur. Et là, il y a un quiproquo général. Alors, ça me rappelle une petite histoire d'un pêcheur
qui est là, il vient de finir son boulot, et puis voilà, il fait sécher ses filets, et puis passe un homme sérieux qui le regarde, et lui dit, monsieur, le bateau là-bas, il est à vous? Il dit oui. Oh, mais il est petit. Ah ben oui, c'est mon bateau. Mais vous pourriez en avoir un plus grand. Et après? Après, vous pourrez pêcher beaucoup plus de poissons. Et après, vous aurez tellement pêché de poissons, vendu de poissons, vous achetez un bateau encore plus grand. Et après, vous embaucherez des gens qui travailleront avec vous. Et après, vous aurez d'autres bateaux, etc. Et après vous vous reposerez. Et ben, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. C'est Cette petite histoire paraît rigolote, mais je peux vous assurer qu'elle est représentative de ce que aujourd'hui, dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est qu'en fait, nous sommes dans une insatiabilité permanente. On est insatiable. Donc, en étant insatiable, on ne peut pas être heureux. J'ai fait le test récemment d'un ouvrage que j'ai publié, que j'ai intitulé « Vers la sobriété heureuse ». Bon, je me suis dit, cet ouvrage, il a été classé par mon éditeur comme essai. Et ils m'ont dit, les essais, c'est 3000 exemplaires, 4000, c'est un miracle. Eh bien, j'en suis presque à 300 000. Ce qui signifie quoi? C'est pas le triomphe de Pierre Rabhi, c'est pas ça, je suis pas dans ce ridicule-là, c'est pas mon triomphe. C'est qu'en fait, ce que m'a révélé cette sorte de performance, c'est que beaucoup d'entre nous sont en quête de quelque chose qui amènerait l'équilibre entre être et avoir. Et nous sommes dans un déséquilibre être-avoir. L'avoir prend beaucoup d'importance, même si ce n'est pas pour tout le monde, et l'être est en difficulté. Donc pourquoi l'être serait-il en difficulté alors qu'il y a tout ce qui est nécessaire pour que être et avoir soient en équilibre? Voilà, c'est un peu cette question-là qui se pose aujourd'hui. J'espère que je ne vous entraîne pas trop dans de la philosophie, mais enfin je ne sais pas, est-ce que ça vous va, ce que je vous suis en train de vous dire? Oui, bon, donc je continue. Voilà. Voilà, c'est de... merci de vos applaudissements parce que de votre, disons, réaction, parce que comme je suis fatigué, j'ai l'impression que je radote tout seul, là, au milieu Donc, merci de savoir qu'on est vraiment en dialogue. Et ce dialogue, je peux vous dire qu'il est vraiment sincère parce que c'est pas une théorie ou une thèse, c'est quelque chose qui est représentatif du choix même que nous avons fait nous-mêmes en famille par rapport à ces idées de sobriété, de simplicité, etc., où on a notre ferme en Ardèche, nos chèvres, nos fromages, l'agriculture écologique, enfin toutes ces choses qu'on a aussi fait connaître dans d'autres pays. J'ai beaucoup travaillé en Afrique, j'ai travaillé en Afrique du Nord, j'ai travaillé en Palestine, dans les territoires occupés, etc., pour dire, ben voilà, il y a une possibilité aujourd'hui pour l'humanité de répondre à ses besoins en respectant la vie. Alors qu'aujourd'hui, nous répondons à nos besoins en ne respectant pas la vie. C'est-à-dire les destructions sont énormes, qu'elles soient dans l'agriculture, qu'elles soient dans tout ce que nous exhumons, en quelque sorte, cette énergie combustible qui nous suffoque, littéralement, qui suffoque l'humanité. Et l'humanité est dans un processus qui est celui de son auto-élimination, auto-éradication par non-respect de la vie. Je n'ai pas besoin de répondre, je ressasse peut-être, mais c'est tellement banalisé que ressasser est nécessaire. Nécessaire de dire aujourd'hui, nous ne respectons pas les lois de la vie, donc nous ne nous respectons pas nous, et en ne nous respectant pas, évidemment, nous ne pouvons pas évoluer positivement, puisque ces transgressions concernent carrément les fondements de la vie. Voilà, c'est ce que je voulais exprimer, et c'est à cela que je suis dévoué entièrement à essayer de redresser, en quelque sorte, y a-t-il possibilité
de faire que les êtres humains en tant qu'espèce soient en harmonie et en cohérence avec les lois de la vie. Et c'est ça ce que j'appelle moi l'écologie, si vous voulez. Donc, il y a aujourd'hui des possibilités de changement, seulement ces changements, évidemment, ne se feront pas simplement parce que, comme je disais tout à l'heure, en substituant et en mettant la politique des rustines. Et la politique des rustines ne peut pas marcher. J'ai vu l'incitation de tous les peuples à imiter l'Occident est irréaliste parce que, disons, la consommation actuellement et l'organisation du monde sur les principes de la combustion arrivent vraiment à leurs limites. Donc il y a nécessité de voir autrement. Eh bien, est-ce qu'il existerait d'autres façons d'envisager le futur? Oui. Je crois que ce que je vous ai dit est un peu diffus par l'éducation, par toutes ces choses, le respect de la vie, etc. Et aujourd'hui, ben, on arrive à un moment où il y a une écoute relativement importante des idées que nous avons pu promouvoir et où il faut évidemment rentrer dans un paradigme tout à fait nouveau. Alors, si j'essaie de raccrocher avec le titre, rappelez-moi le titre, je suis toujours dans la révolution intérieure. Il est certain que c'est très bien, parce que la révolution intérieure, moi je ne pense pas qu'il puisse y avoir quoi que ce soit de changé sans le changement humain. Et le changement de société se fait par le changement humain. Le changement humain nous ramène, comme je l'ai dit, à chacun de nous. Qu'est-ce que je fais moi intérieurement pour qu'il y ait un changement? Je peux manger bio, recycler mon eau, me chauffer à l'énergie solaire et exploiter mon prochain. Ce n'est pas incompatible. D'ailleurs, la bio est récupérée voilà, de plus en plus. Je peux aller manifester contre ceci et cela, rentrer chez moi et pourrir la vie de tous ceux qui m'entourent. Ce n'est pas incompatible non plus. Donc ce qui est préconisé, moi, c'est mon credo absolu, c'est qu'il y a un travail que nous puissions dans la société actuelle, nous prendre nous-mêmes en compte dans le principe du changement. Dans ce principe du changement, il y a à nous justement examiner pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi-même qui permettent vraiment une évolution et un progrès réel vers autre chose. Alors, chacun de nous, évidemment, en quête. Là, moi, j'ai une auréole chez moi, je n'ai pas voulu la mettre. Parce que ça donne le cafard à tout le monde, pour que chacun soit à mon niveau d'évolution. Ça pose problème, quand même, de dire que donc, je suis tellement évolué que j'ose pas... Voilà. Et ben, on est comme tout le monde au quotidien, on est en train de s'interroger, de dire quel est le bien et le mal, qu'est-ce que je fais qui puisse aider à évoluer. Et finalement, on aboutit à quoi? On aboutit à cette énergie extraordinaire qu'on appelle l'amour. Et encore l'amour, il faut faire attention que ça ne tombe pas encore dans des malentendus. Vous voyez? Parce qu'on peut commencer... je vivrai avec toi jusqu'à la fin de mes jours, et puis ça finit au tribunal, enfin, parce que, voilà. Donc il faut vraiment, et je ne fais pas de l'ironie, ni je veux blesser personne, évidemment, c'est simplement du réalisme, c'est de dire, voilà, est-ce que l'amour peut produire autre chose que l'amour? Non, il peut produire que de l'amour. C'est comme si vous demandiez à un lapin de faire une poule, ça tient pas debout. Donc l'amour, c'est l'amour ou rien du tout. Et l'amour, pour moi, il est inconditionnel, c'est-à-dire qu'en fait, aimer, c'est l'inconditionnel. Alors, je suis très attaché, et je ne suis pas en train de prêcher, hein, pas du tout. Quand je relis l'Évangile et la vie de ce monsieur qu'on appelait Jésus, ce qu'on ne voit pas chez lui, et là je ne suis pas en train d'essayer de vous convertir, hein, c'est pas ça. C'est-à-dire que je prends simplement le phénomène Jésus en tant que tel dans le contexte d'une société qui était une société où il y avait, vous savez, des multinationales de la religion, hein,
tout un groupe puissant qui gérait la spiritualité. Il remet tout ça en question. Il remet en question le fait que la femme fautive, qu'il faut lapider, ben non, etc. Et finalement, cette avancée-là, je trouve dommage qu'on n'ait pas bien compris en profondeur ce que signifiait cet événement particulier qui a eu lieu en Palestine à ces époques-là. C'est une référence extraordinaire, mais elle a été tellement banalisée et tellement mal interprétée qu'effectivement, elle ne passe plus. Elle ne passe pas, alors que c'est une réalité profonde, que l'amour, c'est la puissance. C'est la seule puissance que nous puissions avoir qui transformerait la société. J'en suis de plus en plus convaincu, sans appartenir à aucune religion. J'étais musulman, chrétien, et aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que je suis, mais enfin, je suis plus affilié, si vous voulez. Et je ne fais pas un jugement. Ceux qui sont chrétiens, je les respecte. Ceux qui sont musulmans, je les respecte. Je ne suis pas là en train de dire, simplement de dire, à un certain moment, il me semble qu'il y a un dépassement, en quelque sorte, du dogme pour venir à une réalité fondamentale et surtout ne pas perdre de vue le message fondamental. C'est tout. Voilà. Et donc, on ne peut pas nier que cette énergie d'amour, alors ça paraît un peu gnangnan quand on parle de ça. Et c'est dommage, parce que c'est un fait, c'est une vibration que nous avons en nous, c'est un fait réel. Voilà. Donc ce fait réel demande aujourd'hui à être mieux compris qu'il ne l'a été jusqu'à maintenant, où là on l'a mis dans la catégorie un petit peu d'un élément psycho-affectif, enfin très indéfini. Je crois vraiment à ça. Et ça amène quoi? Ben, ça amène évidemment un travail que l'on fait sur soi-même, de façon à ce qu'il y ait la transformation de l'individu pour que la société soit transformée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, le rapport que nous pouvons avoir avec la nature peut nous amener à retrouver en quelque sorte cet élément structurel et fondamental à partir de ce moment-là où l'équilibre, avoir, être, comme j'ai essayé de l'expliquer, aboutirait finalement à une connaissance de soi qui aboutirait elle-même à une transformation de soi qui aboutirait elle-même à la transformation de la société. Ça ne peut pas être autrement. Voilà. Donc on est tout à fait dans une vérité absolue et qu'on ne peut pas édulcorer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la modifier. Elle est réelle. Alors il y a tout un chantier selon la perception que nous avons de la vie. Cette perception soit s'oriente vers justement prendre soin, aimer et prendre soin. La terre aussi doit être aimée, les arbres doivent être aimés, tout doit être aimé. J'ai une anecdote que je raconte parfois, c'est un jour j'ai été, vous savez, nous habitons le sud de l'Ardèche et nous avons notre ferme depuis 50 ans dans le sud de l'Ardèche. Et puis on s'est retrouvés assez isolés dans un espace magnifique. Et alors, en Ardèche, les hivers à l'époque, dans les années 60, étaient quand même des hivers bien marqués, c'est pas comme maintenant. Il y avait les temps de neige, les temps de gel, les temps, et tout ça était très régulier et revenait presque constamment, et on pouvait savoir à quel moment le froid allait arriver, etc. Donc nous sommes dans une ferme, et pour nous chauffer, il n'y avait que le bois. On n'avait pas d'autres moyens. Mais heureusement, nous avions une petite forêt et on pouvait prélever le bois intelligemment, c'est-à-dire pas tout raser, couper selon des règles forestières bien précises, mais c'était un gros travail, très très gros travail. Et je me trouve un jour dans un bistrot d'un village qui s'appelle Joyeuse, assis à une table en train de consommer avec des amis, et dans la table à côté, quelqu'un qui disait « Je dois couper mon bois, mais je suis tout seul et c'est très difficile. » Donc c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, je m'approche de lui en lui disant « Écoutez monsieur, je suis dans la même situation, est-ce qu'on pourrait pas coopérer? Je vais vous aider, vous venez m'aider, etc. » Bon, le contrat a été signé tout de suite, et je me trouve à aller aider cet homme qui est devenu un ami. Et à l'époque, il n'y avait pas de tronçonneuse, vous savez, il n'y avait pas tout ça. Donc on coupait le bois
Et il vient chez moi et la semaine d'après pour m'aider. On travaille toute la journée dans une sérénité absolument extraordinaire. Toute la journée, nous travaillons tranquillement avec, vous savez, ces passes grandes de scie où on se met d'un côté et de l'autre pour abattre les arbres, etc. Tout se passe bien et arrive le crépuscule. Le jour tombe à ce moment-là. Et alors, un crépuscule absolument splendide. C'est-à-dire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais une beauté absolument extraordinaire, une sérénité, puisque nous avions travaillé sans bruit. Et sur ce tableau extraordinaire d'un panorama céleste, magnifique, avec toutes les couleurs, le soleil rouge qui descend, et cerise sur le gâteau, imaginez ce panorama, sur ce panorama se découpait un arbre dénudé. C'est-à-dire que ça faisait une dentelle extraordinaire sur le ciel. Donc, représentez-vous les couleurs magnifiques du coucher de soleil, le soleil lui-même rouge, et en application sur tout cela, un arbre magnifique avec ses ramures. Et moi j'étais comme en extase, j'ai dit, mais que c'est beau, quelle belle récompense on a en soi. Et mon ami était en train de ranger les outils, il se demande pourquoi je suis resté comme ça, immobile, à regarder et à admirer ce lieu. Je le prends par la main, il se rapproche de moi, je le prends par la main et je lui dis, regarde. Il me dit, il y a au moins 10 stères. Voilà. Oui. Vous imaginez le choc, c'est-à-dire, en fait, ça a été, je suis resté comme ça, abasourdi, en essayant de retrouver mes esprits, parce que voilà, ce rêve, cette beauté, cette truc a été reçu un choc. Vous imaginez ce qui a pu se passer, quoi. J'ai pas besoin de vous le dire. Et bien ça, c'est représentatif finalement du comportement de l'enfant. Je ne l'accuse pas, bien entendu, je ne suis pas en train de me mettre moi en vedette par rapport à lui. Il y avait un quiproquo, c'est tout, entre nous. Donc je ne l'accuse pas de rien du tout. Mais je me suis dit, mais finalement, comment est-ce que l'humanité voit la vie? Est-ce que nous avons encore la capacité d'admirer les choses et pas seulement d'être dans le pratico-pratique? Moi, je prétends qu'aujourd'hui, nous détruisons la beauté et que tout devient froid, devient pratico-pratique. Je pense que c'est pas sans effet sur notre psyché, la psyché profonde, que d'être privé de cette beauté. Alors on a évidemment toute le reste de la vie d'une forme presque d'incarcération et de hors-sol, et il y a les vacances pour essayer de respirer la nature. Et cette séparation d'avec la nature ne me paraît pas bonne. Et il est absolument nécessaire que nous puissions, au niveau des enfants, au niveau de tout, nous réconcilier avec cette beauté extraordinaire, parce que je pense qu'elle manque dans ce monde pratico-pratique. Alors c'est mon sentiment le plus profond. Et quand on parle d'intériorité, c'est tout cela, c'est-à-dire admirer la vie, admirer la nature, prendre soin de la vie, prendre soin de la nature, la compréhension de soi, le fameux « connais-toi toi-même », tous ces éléments-là me semblent aujourd'hui indispensables dans l'évolution telle qu'elle se fait aujourd'hui, sans laquelle on va aboutir à une planète enlaidie, détruite. Mais à mon avis, on ne détruira pas la planète. Ce qui se passe, c'est que l'être humain peut s'éradiquer lui-même par ses transgressions, et il fait tout pour sa propre éradication, mais que la planète, elle en a vu d'autres. Elle en a vu d'autres, elle survivra à tout cela. Alors je pense avoir dit ce que j'avais à dire ce soir. Mais évidemment, n'oubliez pas que nous sommes aussi très pratiques, que nous avons des structures, que nous avons des structures qui incarnent en quelque sorte nos idées. Que Oasis en tout lieu, mon propre fille, elle a créé ce qu'on appelle le hameau des buis.
On a terre humanisme, je vous en ai parlé. Et donc, enseignement de l'agroécologie, propagation de l'agroécologie au plan international. Nous avons les Amanins qui sont dans la Drôme, le mouvement Colibri. Nous sommes en train de nous occuper sérieusement d'une chose qui est extrêmement grave et qu'il ne faut jamais oublier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en matière de survie de l'humanité, il y a quelque chose d'extrêmement grave, c'est la perte de la biodiversité potagère, agricole. C'est-à-dire toutes les semences, vous savez que l'humanité a depuis 10 à 12 000 ans collecté, transmis de génération en génération, 75% de cette biodiversité a disparu. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des attentats du genre Monsanto, les OGM, faisons attention à tout ça, parce que c'est vraiment un crime contre l'humanité, et il faut vraiment être réveillé à tout cela. Entre la terre vivante qu'on tue, les semences qui disparaissent, les paysans qui n'existent plus, tout le système qui rentre sous le giron et la dépendance internationale de multinationales, etc., conduit l'humanité vers une impasse. Elle est déjà engagée, cette impasse. Et c'est pour ça que nous sommes invités à une forme d'insurrection. Cette insurrection ne peut se faire évidemment que si la reconstitution de nos rapports humains, dans la solidarité, dans l'associativité. Et je crois que ces espaces-là, nous travaillons beaucoup pour que l'on puisse s'organiser autrement. Et c'est pour ça qu'on a la puissance de la modération, c'est-à-dire la modération en tant qu'élément puissant, qui nous ferait reconstituer un monde plus fraternel, plus en rapport avec la vie. Donc si je vous dis ça, ce n'est pas du prêchi-prêcha, puisque les structures que nous avons créées, on va en créer d'autres. On vient d'inaugurer un centre de formation au Maroc il y a juste quelques mois. Donc nous sommes très, très dans la pratique. Et donc ne voyez pas Rabbi le philosophe seulement, c'est le Rabbi aussi pratique, c'est le Rabbi paysan, c'est le Rabbi réalisateur. Alors je ne suis pas en train de me mettre les projecteurs sur moi, ils sont déjà là, mais c'est pas ça. C'est simplement être fraternellement et honnêtement. On m'a demandé de parler, voilà ce que j'ai à vous dire, et je continuerai jusqu'au bout, tant que Dieu me prêtera vie, je continuerai dans cette voie-là, et je vous invite, si vous le voulez bien, à emprunter le même chemin, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Alors, Pierre, on a quelques amis Colibri qui sont passés un petit peu dans la salle avant et pendant la conférence pour essayer de récolter des questions des gens. Oui. Voilà, donc j'imagine que vous êtes nombreux à vouloir poser des questions à Monsieur Pierre Rabhi. Donc nous avons sélectionné quelques questions. Voilà, j'imagine je vais dire la main innocente, mais je ne vais pas m'autoproclamer main innocente avec les bêtises que j'ai faites. Allez. Une question, au choix. Allez. Je ne vais pas me moquer des écritures. Hein. Tu donnes le micro à Pierre. Pardon. Merci, Monsieur Rabhi. Merci. Très bien. Ok, bon, très bien. C'est pas une question, ça. Hein. Je vais vous lire. Merci, Monsieur Rabhi, de dire tout haut ce qui chagrine nos âmes. Je vous remercie personnellement d'ouvrir les cœurs à l'amour de la vie. Bon, c'est pas une question, mais merci Céline, 20 ans, pour ce petit message.
Alors, une question. Quelle place pour l'économie sociale et solidaire pour le futur? Donc une question posée par les étudiants de Master ES de Mulhouse. C'est très gentil d'être venu. Qui partagent votre vision. Voilà. Donc je répète la question. Quelle place pour l'économie sociale et solidaire pour le futur? Elle est évidemment tout à fait souhaitable parce qu'en fait, quand on parle aujourd'hui d'économie, on ne sait pas trop ce que c'est. Parce que l'économie, on l'a réduite strictement à ce qui est mesurable par l'argent. Mais il y a une quantité d'actes qui ne sont pas rémunérés et qui sont des actes économiques. Il ne faut pas réduire la... C'est l'un des grands défauts de la société d'aujourd'hui, c'est que n'est intégré comme élément économique que ce qu'il y a une parité financière. Ou alors on rentre dans une économie où tout est parité financière, donc tous les actes que nous faisons gratuits ne sont pas intégrés dans l'économie, auquel cas une mère de famille, je caricature, mais une mère de famille peut envoyer à l'État sa facture en lui disant « je vous ai fait un petit producteur-consommateur, j'ai veillé sur lui, je l'ai fait grandir, etc. Donc vous me devez tant. » Voilà, ce serait normal. Et bien ça, c'est l'économie desséchée, c'est-à-dire que celle qui ne prend pas en compte les actes gratuits qui permettent ensuite l'économie réelle. Et ce qu'on appelle l'économie, aujourd'hui, c'est le contraire de l'économie. C'est-à-dire le gaspillage, ça n'est pas de l'économie. Vous voyez ? Et on a introduit tout cela. C'est pour ça que je suis anti-croissance. Parce que cette anti-croissance intègre tout ce qui est acte qui rapporte de l'argent est considéré comme économie. Alors, on détruit la forêt, mais c'est économique. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que l'économie solidaire, c'est-à-dire que celle qui revient aux réalités, à notre réalité de vie, là où nous sommes, c'est la vraie économie. Mais l'économie simplement basée sur la parité financière, c'est un leurre. C'est vraiment un leurre. Parce que, ou alors à ce moment-là, on accepte cette idéologie de l'argent représentatif de la prospérité, auquel cas, eh ben, ça produit les disparités que vous savez. Et que tout à l'heure, quand on a évoqué les choses, à ce moment-là, gagner de l'argent et accaparer le bien commun serait en quelque sorte de l'économie. Non, c'est pas ça l'économie. L'économie est à repenser vraiment en intégrant l'activité rémunérée et l'activité non rémunérée. Voilà mon sentiment. Donc ces alternatives de type social sont souhaitables. Sont vraiment souhaitables parce qu'elles mettent en évidence là une réalité économique qui est liée intimement disons, aux nécessités dont nous avons besoin pour survivre. Voilà. Et c'est vraiment à réformer, et c'est très bien. Merci. Je vais finir par tirer. Voilà. Hop, je fais semblant. Oh, elle est sortie toute seule. Alors, bon, je préfère lire une première fois. Hein. Donc, encourager à l'autonomie. Alors, encourager à l'autonomie. Pardon, je répète, j'ai du mal. Hein. Alors, encourager à l'autonomie la sobriété heureuse, n'est-ce pas utopique dans le système capitaliste en place? Il paraît difficile de trouver des alternatives pour tout. Petite parenthèse, il faudra écrire mieux la prochaine fois. Donc, je répète la question. Encourager à l'autonomie la sobriété heureuse, n'est-ce pas utopique dans le système capitaliste en place, il paraît difficile de trouver des alternatives pour tout. Bah, heureusement que c'est utopique. Parce que c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on entend par l'utopie, c'est une forme de transgression, c'est-à-dire que je n'accepte pas un état, une situation, je ne l'accepte pas, donc je vais transgresser parce que je suis en quête d'autre chose, et que c'est légitime que je cherche et que je sois en quête d'autre chose. Et on dit que c'est un utopiste. Moi, quand on me dit « tu es un utopiste », je dis merci, parce qu'en fait, on a besoin aujourd'hui d'utopie, ou alors on reste totalement conforme, on ne bouge pas. Et à ce moment-là, la norme est définie, si vous voulez,
par le consensus actuel, et ceux qui protestent de ce consensus en imaginant autrement, on les appelle des utopistes. Et bien c'est eux que l'histoire n'a jamais avancé avec des gens raisonnables. C'est les gens non raisonnables qui ont fait avancer l'histoire. Parce que si on reste totalement raisonnable, c'est-à-dire on reste dans un conformisme pétrifiant qui ne nous permet plus de bouger, et ça nous supprime notre espace de délire ou d'imagination, et donc merci l'utopie. Heureusement que c'est utopiste. Alors, que pensez-vous du projet agroécologique porté par le ministère de l'Agriculture français? Que pensez-vous du projet agroécologique porté par le ministère de l'Agriculture français? Ben, il se trouve que je ne l'ai pas perçu très clairement, dans le sens où je viens de commettre un ouvrage que j'ai intitulé L'agroécologie, une éthique de vie. Voilà. Pour moi, l'agroécologie, ce n'est pas simplement, disons, une méthode agronomique qui va respecter effectivement la vie, etc., qui va fertiliser les sols avec des matières organiques, utiliser des pesticides naturels ou autres. C'est un état d'esprit pour moi. Ce n'est pas simplement une méthode agronomique. Et c'est pour ça que je pense que l'agroécologie peut amener cette dimension de nous instruire sur la vie et de comprendre la vie pour mieux respecter la vie. Mais si ce n'est que simplement dire, bon, il y a beaucoup de gens qui veulent manger bio, donc il y a une opportunité formidable parce que la demande de produits biologiques augmente, chouette, on va faire encore plus de profit. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est en fait quelque chose qui, quand on le creuse, c'est une tentative de l'espèce humaine de se réconcilier avec les lois de la vie. Et c'est donc l'augmentation de la responsabilité ou la clarification de la responsabilité humaine à l'égard de la vie. C'est ça, pour moi, l'agroécologie. C'est pas simplement faire bouffer bio. Parce que déjà, actuellement, c'est récupéré de plus en plus. La bio est récupérée de plus en plus. Pourquoi? Sur le seul critère, la bio se vend bien, se vend mieux. Donc, et non, c'est vraiment une posture, je dirais presque spirituelle, dans le sens où on respecte la vie, et en même temps qu'on demande à la terre de nous nourrir, en même temps on la respecte, en même temps elle est quelque part vénérée, comme le faisaient les primitifs. Et on en prend soin de cette terre. Elle nous nourrit. Et vous savez, il y a des postures un peu... Moi, c'est ce que j'ai ressenti, puisque je suis intitulé comme expert international dans ces choses-là. Dans ma propre pratique, j'ai senti qu'il y avait une espèce de polyvalence. C'est-à-dire la terre est ma mère, et je prends soin de la terre qui me nourrit. J'en prends soin comme si elle était ma fille, et en même temps elle est ma mère. Et en même temps, quelque part, il y a quelque chose d'amoureux aussi. Moi, c'est ça, c'est cette transformation intérieure. C'est pas simplement produire du bio pour qu'on puisse vendre du bio, qu'il y ait de plus en plus de gens qui bouffent du bio. C'est véritablement quelque chose qui fait partie d'une mutation de conscience. Je prends soin de la vie à laquelle je dois la vie, et c'est presque rejoindre un peu le caractère sacré que les primitifs avaient spontanément à l'égard de la vie. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est pas seulement de la productivité bio. Ouais. Merci. Alors, une question qui est peut-être un petit peu en lien avec ce qu'on vient de dire. Les grands lobbying ne sont-ils pas trop puissants pour nous empêcher ce changement? Je répète, les grands lobbying ne sont-ils pas trop puissants pour nous empêcher ce changement? Mais les grands lobbies existent parce que nous les nourrissons. Nous leur donnons tout ce qu'il faut. Vous voyez, c'est nous.
C'est pour ça qu'ils sont puissants. Et en même temps, on est dans un espace difficile, parce que moi-même, bon, je roule pas en charrette, je roule en voiture, je suis pas venu en charrette, je roule en voiture, et que chaque fois que je fais le plein de ma voiture, je donne mes sous aux multinationales, que je le veuille ou non. Je m'éclaire pas à la bougie, etc. Donc on est dans une espèce de dilemme dans lequel les multinationales existent parce qu'elles ont été capables de manipuler les peuples pour que ces peuples les nourrissent et les fassent grandir. Et en même temps, on est dans un espace où on peut quand même réformer les choses et modifier les choses de façon à ce que, au moins, ce que nous pouvons, c'est pour ça que la sobriété ou la puissance de la modération rentre en ligne de compte, au moins ce dont je peux me passer, qui n'a pas une grande importance, etc., ben je le fais. Sinon, évidemment, on est pris dans ce dilemme de... Moi, tout le monde sait que je ne suis pas pour la grande distribution, parce que je trouve qu'il y a une confiscation générale, une concentrationnaire, disons, de la mainmise sur les nécessités des nations, et que, au détriment, évidemment, du tissu social dans lequel il devrait y avoir beaucoup plus d'acteurs. Moi, je préférais qu'il y ait plus de gens qui vivent de leur travail, de commerce, d'artisans, etc. Et cette concentration, à mon avis, pour moi, ne me convient absolument pas. Peut-être qu'un jour, je me ferai fusiller, mais enfin bon, on verra. Mais voilà, pour tout dire, je ne suis pas un pousseur de caddie. Voilà. Je préfère... Alors, une autre question qui fera un petit peu, encore une fois, le lien avec ce que vous venez de dire. Comment faire pour retourner aux valeurs fondamentales, à savoir donc, la nature, etc., tout en conservant nos acquis, les médicaments, l'isolation des maisons, l'informatique, etc. Ben, il y a une problématique qui est fondamentale, c'est la survie alimentaire. La survie alimentaire, moi je prêche le jardin. Et je dis que le jardiner, c'est un acte politique. Et c'est un acte de résistance. Je peux vous assurer que si nous sommes nombreux à jardiner, c'est un acte de libération, quelque part. Et sinon, on reste dans la dépendance, bien entendu. Et cette dépendance renforce évidemment les dictatures dites économiques. Je suis pour, en quelque sorte, la révolution par la bêche. Vous allez entendre beaucoup de... J'ai l'impression de dire des choses absurdes, mais enfin, pour moi, c'est clair que si nous sommes nombreux à nous faire pousser nos légumes, à faire pousser les trucs, eh ben, c'est un acte extraordinaire de libération. Voilà. Alors, je délire peut-être, mais enfin, moi, je le pratique, c'est ce que je fais. J'ai dit, aujourd'hui, je suis pris, disons, dans une vie sociale qui me prend énormément parce qu'il y a... les gens me font un immense honneur de m'entendre, enfin, des choses que je disais depuis des années. Et je me suis dit, bon, dans cet engagement, je faisais de la musique. Vous savez, j'ai torturé un violon pendant des années. Et j'avais même un ami, un grand violoniste qui s'appelait Yehudi Menuhin. Et quand il m'appelait cher collègue, je me sentais... C'était incroyable. Voilà. Donc, j'ai dit la musique, je peux renoncer à ça, je peux renoncer à ça, je peux renoncer à ça. Des tas de choses que je renonçais en disant l'important est ailleurs, sauf mon jardin. Mon jardin, j'ai dit non négociable. On me dit pourquoi tu n'achètes pas tes légumes. J'ai dit mon jardin, c'est non négociable. Pourquoi ? Parce que je retrouve les cadences de la vie, je retrouve le miracle de la vie, je retrouve le mystère de la vie, je retrouve cette beauté du rythme de la vie. Vous voyez, ben, je me suis dit, au moins, il y en a un qui n'obéit. Je peux me mettre devant mon plant de tomates en lui disant, il faut mûrir plus vite que ça. Ben non, il prend son temps, et puis ça me remet moi à ma place, et ça me redonne la vie et la cadence du monde d'aujourd'hui, qui est malheureusement frénétique. C'est-à-dire que nous sommes dans un système frénétique, c'est-à-dire le temps est suractivé, et le temps étant suractivé, au lieu de dire mais pourquoi
Pourquoi est-ce que nous sommes dans une société suractivée? On pourrait être dans une société plus tranquille, plus sereine, avec un temps et un espace redéfinis sur d'autres bases. Eh bien, tout ce que nous faisons, c'est plutôt que de remettre en question un temps argent qui nous a mis dans une frénésie, eh bien, on préfère produire des instruments ou des moyens pour supporter la frénésie. Et c'est là l'inversion. Il faut revenir à la tranquillité. Et le jardin, ça me donne ça. Voilà. C'est pour ça qu'il faut jardiner et vous verrez quel bonheur ça apporte. Voilà. Comme vous voudrez. La dernière question. Alors, quelles pistes pouvez-vous nous donner afin d'agir à notre échelle pour contribuer au changement que nous souhaitons pour notre vie, pour les générations futures? Ben, j'ai déjà parlé des colibris. Ben, voilà, je suis très heureux de voir que ce concept, cette idée de chacun, moi je n'ai pas de solution. Je suis là que pour témoigner, je ne suis pas là pour vous donner des leçons et vous dire ceci ou cela. Je témoigne, vous prenez ou vous ne prenez pas. Vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et vous pouvez le dire si vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas là pour dire j'ai la solution. J'ai des, comment dire, des convictions qui sont vraiment chevillées. Et je suis même désolé de parler de moi, mais sachez que c'est vraiment le témoignage. Ce n'est pas du tout la mise en avant de Pierre Rabhi. C'est le témoignage uniquement, nous partageons, c'est tout. C'est pas... Et donc aujourd'hui, moi je n'ai pas de leçon à donner. Je peux témoigner, les gens souvent me disent, mais tu as une aura, ça grandit, etc. Et il est vrai que j'ai toujours essayé de faire ce que je dis et de dire ce que je fais. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, l'engagement de ma propre existence n'est pas fait seulement sur des idées générales ou des théories générales, mais sur le fait que incarner ses convictions, c'est exprimer les choses avec le plus d'honnêteté possible. Et ça ne fait pas de moi un saint qui serait au-dessus de tout, ça fait de moi simplement, j'essaye d'être dans cette cohérence, et cette cohérence m'aide à vivre et donne un sens à ma propre existence. Et à côté de ça, comme chacun de nous, nous avons aussi nos limites, nous avons aussi nos travers, et je ne me pose pas du tout comme quelqu'un d'exceptionnel. Mais j'ai des convictions, et j'affirme qu'aujourd'hui, la société civile, soit elle reste, elle continue à être passive, à se laisser manipuler par tout, par la publicité, par toutes ces choses-là, ou alors cette société civile eh bien, se met debout, repère les travers, corrige ces travers et se détermine dans une vie qui est une vie dans laquelle on est tous en quête de notre cohérence. Quand on me dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Ben, j'essaye simplement d'être cohérent, et je pense que si nous sommes cohérents, on peut révolutionner vraiment le monde. Voilà. Comme vous voulez. Merci beaucoup. Merci infiniment, Pierre, pour ce moment que tu as passé avec nous. Cette société civile dont Pierre parle, c'est vous, c'est nous. Et Colibri a pour but de nous rassembler tous pour essayer d'œuvrer dans les valeurs dont Pierre a parlé ce soir. Donc je vous invite à venir nous rencontrer, ou en tout cas vous intéresser un petit peu à ce que fait Colibri un peu partout en France. On vous remercie infiniment d'être venu ce soir et de nous avoir écoutés. Si ça vous intéresse, on vous propose une petite buvette à côté avec des jus de fruits, si vous souhaitez discuter un petit peu à la fin de cette conférence. Et en attendant, soyez prudents sur la route, prenez soin de vous. Et on vous attend ce week-end. Et on vous attend, bien sûr, évidemment. Nombreux au Cénacle. Samedi et dimanche au Cénacle. Merci beaucoup.
Et merci infiniment à tous les colibris qui ont œuvré aujourd'hui et qui vont œuvrer tout le week-end pour cet événement. Merci.